Le présent dossier de modification simplifiée du PLU a pour objet de corriger un certain nombre d'erreurs matérielles figurant dans le PLU approuvé le 12 décembre 2019, et plus particulièrement de supprimer 2 réserves sur le foncier choisi pour implanter la cité administrative de l'île et de corriger une erreur dans le règlement de la ZAC Front de Lys à Halluin, empêchant à ce jour la desserte en électricité de la zone. Donc sont définies comme erreurs matérielles les contradictions apparentes entre les pièces du PLU approuvées, des erreurs de renvoi entre les différents documents et des contradictions entre la délibération d'approbation et ses annexes et les pièces du plan local correct. Voilà. Donc nous vous demandons de vous exprimer sur cette demande de modification de cette révision simplifiée du PLU. Ça ne concerne nullement la commune, mais bon, comme la commune fait partie de la métropole européenne de l'île. Je voulais savoir ce qu'il en était du SCOT. Eric. Le SCOT, as-tu des nouvelles du SCOT? J'ai l'impression que Paul prendre ta place. Ah, mais non, bon, moi, je n'en sais rien, je sais pas. J'ai aucune nouvelle pour l'instant. On va compter alors pour la même. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Ça fait des années. Hein. Normalement, non. Le SCOT est une valeur juridique au-dessus du PLU. Hein. Donc voilà. Est-ce qu'on peut approuver le PLU si le SCOT n'est pas approuvé? Oui. Parce que le SCOT, c'est une valeur juridique supérieure à celle du PLU. Donc là c'est des modifications de PLU, mais ça serait quand même intéressant de savoir où on est le SCOT au niveau de la MEL, parce que ça fait des années qu'on en parle, c'est toujours pas... Eric va se charger, va se faire un plaisir d'enquêter sur cette affaire. S'il te plaît, Eric, Eric. enquête. Quelques centaines de pages à lire. Hein? Il y a que quelques centaines de pages à lire. Oui. Concernant les... Donc, y a-t-il des personnes qui s'abstiennent sur ce sujet? Y a-t-il des personnes qui votent contre cette délibération? Donc, on considère qu'elle est adoptée à l'unanimité. Tu présentes les tarifs du cimetière, Vincent, ou je le fais? Bon, cette présente délibération annule et remplace les délibérations de 23 décembre 1987, 27 juin 2003, 24 mars et 2 juin 2006 et 26 mars 2018 concernant les tarifs, les règlements du cimetière et du condominium dans un souci de cohérence et afin d'actualiser ces règlements. Ils prendront effet à compter du 1er janvier 2021. Donc, le conseil municipal a établi et modifié plusieurs délibérations successives des 23 décembre 87, 27 juin 2003, 24 mars et 2 juin 2006 et en dernier le 26 mars 2018. Les règlements du cimetière et du pont Le Baron, pour des raisons de cohérence, donc il convient d'actualiser ces règlements conformément à l'article 2213-7 et suivant et le R2223-1 et suivant du Code général des collectivités territoriales. Donc, le conseil municipal décide ce qui suit. Les concessions de terrain seront accordées par le maire ou son représentant légal sur demande des familles aux personnes répondant aux conditions édictées ci-dessous concernant le droit à l'inhumation dans le cimetière communal. L'illumination. Peuvent obtenir une sépulture dans le cimetière de Tessin. Les personnes décédées sur le territoire de la commune, quel que soit leur domicile, elles n'ont droit qu'à une concession individuelle. Les personnes domiciliées sur le territoire de la commune, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune. Les personnes non domiciliées dans la commune, mais qui ont droit à une sépulture de famille. Toute personne vivante, domiciliée ou résidente à Tessin. Il doit être précisé que n'est considérée comme étrangère à la commune les personnes y ayant
vécu 30 ans et dont une ou plusieurs personnes de la famille proche sont inhumées. Elles n'ont droit qu'à une sépulture individuelle. Et ce, dans la mesure où l'étendue du cimetière le permet, conformément à l'esprit de l'article L22-23-13 du Code général des collectivités territoriales. Sont proposées des concessions trentenaires ou cinquantenaires avec possibilité d'un seul renouvellement par 15 ou 30 ans au choix, à savoir qu'il n'y a plus de concession à perpétuité. Le renouvellement doit s'opérer dans l'année précédant la date d'expiration de la concession. Si le renouvellement se fait après la date d'expiration, la durée se fera par rétroaction à partir de la fin de la concession antérieure. Il faut savoir qu'une reprise de concession, ça met plusieurs années. Donc effectivement, on a des familles qui peuvent, lorsqu'on annonce que la concession est échue, il y a des personnes qui, au bout d'une année, peuvent s'apercevoir que la concession est échue parce qu'elles n'ont pas en mémoire que la durée est expirée. De ce fait-là, elles peuvent se manifester un mois après. C'est pour ça qu'on dit que l'année qui a été perdue, elle n'est pas gagnée. Hein, donc, on reprend à la date de la fin de la concession. À défaut de renouvellement, l'emplacement pourra faire l'objet d'une procédure de reprise de concession, qui est une procédure légale, et pourra être revendu pour d'autres familles. Les contenus seront alors déposés dans l'ossuaire communal ou les cendres dispersées après la procédure de reprise légale. Les emplacements sont attribués dans l'ordre des demandes déterminé par la commune au moment du paiement. Alors, on propose donc une concession pour un maximum de 2 places. Les emplacements doivent obligatoirement être équipés de caveaux, c'est-à-dire que c'est la commune qui prend en charge la pose du caveau. Et celui-ci, bien évidemment, est facturé aux familles. Il est possible d'avoir au maximum 2 concessions côte à côte, soit 4 places. Concernant le columbarium, la dimension des cases est de 60 cm en longueur, largeur et hauteur. Les cases peuvent recevoir de 1 à 4 urnes. La fermeture des cases est assurée par une plaque posée aux frais du concessionnaire, scellée et recouverte de gravillon blanc. Le dépôt de fleurs et de plaques maximum 30 cm en longueur et 20 cm en largeur. Les services municipaux sont autorisés à procéder à l'enlèvement des fleurs fanées et tout retrait ne fera l'objet d'aucun remboursement. Une urne peut être transférée quelle qu'en soit la provenance d'une sépulture de famille. Inscription obligatoire gravée sur la plaque en granit d'épaisseur 2 mm, posée et fixée sur la stèle en granit d'épaisseur 10 cm. La taille des inscriptions obligatoirement de couleur or ne peuvent dépasser 40 mm. Elles comportent nom, prénom, date de naissance et de décès. Aucune inscription ne peut être gravée directement sur la stèle sous peine de changement de stèle aux frais exclusifs du concessionnaire. Concernant les tarifs, donc il y a d'une part le coût de la concession et puis après le coût du caveau. Donc la concession pour les 50 ans et le tarif est de 300 € et le caveau de 800 €, ce qui fait une concession de place à 1100 €. Concernant une concession de 30 ans, c'est 180 € la concession, 800 € pour le caveau, ce qui fait un total de 980 €. Pour le columbarium, une concession de 2 urnes. Donc la concession 50 ans, c'est 300 € et pour 30 ans, c'est 180 €. Le monument, là on parle bien de monument, donc le monument comprend le caveau et le monument, puisqu'il est fourni avec. Donc, pour qu'elle soit de 30 ans ou de 50 ans, pour une concession, donc le coût du monument, c'est de 1000 €, ce qui fait que pour une concession de 2 urnes à 50 ans, nous en sommes à 1300 €, et pour une concession à 30 ans, nous en sommes à 1180 €. Pour le renouvellement des concessions. Le renouvellement de concession, 30 ans, c'est 180 € et 15 ans, 90 €. Pour ajouter une urne,
Donc, il y a une tarification donc, qui est spécifique pour ça, et de 90 € par urne. Et il y a une taxe d'inhumation, d'ouverture du caveau ou de la cavurne, pour mettre l'urne, bien évidemment, l'urne supplémentaire. Hein. Donc, c'est là, pour le columbarium, il y a déjà 2 urnes de toute façon, donc c'est pour ça qu'on indique qu'il y a une taxe de 90 € pour ajouter une urne. Et pour le scellement d'une urne sur une tombe, puisque c'est une chose que l'on commence à voir, c'est 50 €. Donc, il y a une taxe d'inhumation, ouverture du caveau ou de la cavurne, ou scellement d'une urne sur une tombe, qui est de 50 €. Réduction de corps et superposition, ben là, c'est de façon à ce que lorsque on est dans une concession du cimetière, hein, c'est donc éventuellement vouloir réduire effectivement donc un cercueil de façon à pouvoir le transformer et le mettre dans une urne, et puis y mettre un autre cercueil. Voilà. D'accord? En cas de dégradation occasionnée par une intervention de quelque nature qu'elle soit ou quelle qu'en soit la cause, toute remise en état sera facturée au concessionnaire ou en tant que besoin à la famille. Ouverture de case, votre urne transfert, toute modalité de cette nature est subordonnée à autorisation technique. Comment? Alors le cas des animaux, ben moi je me suis renseigné, donc on a vu le cas des animaux. On a eu un cas où une personne a mis la photo d'un animal sur une tombe, hein, sur un monument, et en plus a ajouté probablement, on va dire, un petit caveau sur le monument, à l'intérieur duquel on soupçonne fortement qu'il y ait un animal. La loi précise bien, et donc on va écrire dans ce sens-là au concessionnaire, la loi précise bien que les cimetières c'était pour les humains et non pas pour les animaux. Donc les choses sont claires, donc cette personne va être tenue de retirer ce monument, enfin de retirer de ce monument le caveau qu'il a rajouté en surface sur ce monument. Voilà. S'il ne le fait pas, après, nous écrirons au procureur de la République de façon à ce qu'il fasse adopter la loi. Voilà. Le cimetière, c'est pour les humains, les cimetières pour les animaux, ils sont spécifiques. Voilà, donc nous vous proposons de vous exprimer pour cette délibération. Donc, je la soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des personnes qui s'opposent à cette délibération? C'est pas vraiment une modification, c'est une clarification de ce qui existe. C'est une simplification, mais il y a eu quelques ajouts, hein, l'ajout d'une urne et puis les taxes d'inhumation qui n'existaient pas, ça a été réduction de corps et superposition, ça n'existait pas non plus. Donc ça, c'est des compléments qui ont été faits parce que les mœurs évoluent et on a vu effectivement le scellement d'une urne sur une tombe et on a des demandes pour aller mettre une urne dans un caveau classique, pas de cimetière. Donc il faut bien réglementer tout ça. Voilà. Donc on peut considérer que cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Françoise, prends-tu la parole pour présenter la délibération suivante? Si tu veux. Je vais passer le mot. Paris propose méridienne périscolaire et ALSH. Suite au nouveau marché, il convient de récupérer en partie l'augmentation des prix des repas. Monsieur le maire rappelle que le prix de la pause méridienne comprend non seulement les repas, mais aussi toute la maintenance, l'encadrement et le nettoyage des installations. Pour la plus grande clarté, il propose que le terme facturation cantine soit remplacé par facturation de la pause méridienne, et ce, à compter du 1er janvier 2021.
Les prix ont été augmentés de 0,5 centimes par... Comment 5 centimes. De 5 centimes par tranche. Par tranche, il y a 3 tranches suivant le quotient familial. Donc pour les Tessinois, en maternelle, la tranche la plus faible, le repas est à 2,85 €. Le quotient intermédiaire à 2,90 € et le quotient le plus élevé à 2,95 €. Pour les élémentaires, 3,05 € pour le plus faible, 3,10 € pour l'intermédiaire et 3,15 € pour le plus élevé. Pour les extérieurs en maternelle, 3,65 €, 3,70 € et 3,75 €. Pour les élémentaires extérieurs, 4,10 €, 4,15 € et 4,20 €. Le tarif pour les repas des aînés mangeant régulièrement à la restauration scolaire est de 5,25 €. Les tarifs ci-dessus varient en fonction du quotient familial des usagers. Les usagers sont tenus d'apporter annuellement un justificatif de quotient familial. À défaut de justificatif, le tarif maximum sera appliqué. Pause méridienne périscolaire. Les inscriptions en pause méridienne doivent se faire la veille, jour ouvré, avant 10 heures. Pour les enfants non inscrits et accueillis au service de pause méridienne, les parents se verront surfacturés de 2 €. Seuls les enfants tessinois, les enfants du personnel communal et des enseignants de Tressin, le personnel communal et les enseignants de Tressin pourront bénéficier des tarifs tessinois. Pause méridienne ALSH. Les inscriptions en pause méridienne doivent se faire au moment des périodes d'inscription au centre. Pour les enfants non inscrits et accueillis au service de pause méridienne, les parents se verront surfacturés de 2 €. Peuvent bénéficier des tarifs tessinois les enfants scolarisés ou résidant sur le territoire de la commune, fournir une attestation, les enfants du personnel communal, les enfants dont les grands-parents résident sur la commune, tous les enfants d'Anstin, hors LSH de Juillet, les enfants d'Anstin et de Forêt-sur-Marne inscrits dans le dispositif Génération Ado, tout ALSH confondu. Je voudrais simplement ajouter que concernant les tarifs, en fait, ceux-ci n'avaient pas augmenté depuis 2018, donc on répercute en fait l'augmentation de tarifs avec le nouveau marché. Voilà. Y a-t-il des questions avant de passer au vote? C'est clair pour tout le monde? Des abstentions? Les personnes qui s'opposent à cette tarification et à ce changement de vocabulaire? Donc, on considère que la délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. On va passer à la délibération suivante, pas de problème. Donc, ça concerne la vente d'un terrain à monsieur et madame David. Donc la délibération 29 du 7 septembre autorisant l'achat d'un morceau de terrain par monsieur... Non, on rappelle. Alors, oui. Donc il y avait le 29, il y avait une délibération qui a été prise le 7 septembre 2020 qui autorisait l'achat d'un morceau de terrain communal par monsieur et madame David afin d'envisager la desserte d'une future habitation à proximité de l'entreprise. Le projet finalisé prévoit la vente d'une partie de 146 m² de la parcelle A356 et en contrepartie, monsieur et madame David vendront à la commune une bande de terrain de 11 m² jouxtant la chapelle afin de mettre en valeur cet ouvrage. Après avoir été consulté, les domaines ont estimé le bien à 158 € le mètre carré. Les frais d'acte seront supportés par l'acheteur. Et donc je propose au conseil municipal d'accepter l'offre de vente à monsieur et madame David d'un montant de 158 € du mètre carré pour une parcelle de 146 m² et d'accepter l'offre de vente à la commune d'un montant de 158 € du mètre carré pour une parcelle de 11 m² et de m'autoriser à effectuer les démarches nécessaires. Faut-il vous rappeler la nouvelle découpe du terrain ou bien vous l'avez encore en mémoire? C'est bon?
seule petite remarque, est-ce qu'il ne faudrait pas marquer uniquement les frais qui sont supportés par l'acheteur? Parce qu'il n'y a pas simplement des frais d'acte, mais il y a également Il y a les frais de géomètre également, oui. Les frais annexes ou les frais. Les frais oui. l'ensemble des frais. L'ensemble des frais. Merci Eric. Donc, nous corrigeons la délibération dans ce sens. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent concernant cette délibération? Y a-t-il des membres du conseil municipal qui votent contre cette délibération? Donc, je considère que vous êtes tous d'accord avec cette délibération. Merci. Remboursement des frais de garde et d'assistance des élus municipaux pour faciliter l'exercice de leur mandat. Donc la loi d'engagement et proximité a rendu obligatoire le remboursement à l'élu municipal par la commune de ses frais de garde ou d'assistance. L'objectif est de permettre aux élus d'assister plus facilement aux réunions liées à l'exercice de leur mandat. Cette prise en charge concerne les frais de garde des enfants de moins de 16 ans ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à son domicile. C'est l'article 91 de la loi cité précédemment. Le remboursement ne pourra pas excéder par heure le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le SMIC. L'élu concerné devra présenter une copie de livret de famille, un justificatif de paiement aux dates et heures de la dite réunion en rapport avec son mandat, que ce soit un conseil municipal, une réunion de commission ou autre, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur signée de l'élu du caractère subsidiaire du remboursement. Le montant ne peut excéder le reste à charge réelle, déduction faite de toute aide financière et de tout crédit de réduction d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs. Il est à noter que pour les communes de moins de 3500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune pourra être compensé par l'État. Il est proposé, donc, je vous propose de débattre sur cette réunion et sur cette délibération, pardon, pas sur cette réunion, sur cette délibération. Voilà. Allez, qui vote à l'unanimité qui vote cette délibération? Tout le monde est d'accord pour la voter? C'est bon, merci. À l'unanimité. Alors, les deux dernières, il y a encore deux délibérations à passer. Donc, il y a la délibération d'aide à la résolution d'enquête, au minimum appelé vidéoprotection ou vidéosurveillance. Donc, je rappelle au conseil municipal que nous avons été sollicités par plusieurs concitoyens qui souhaiteraient mettre en place un système de vidéoprotection visant, soi-disant, à prévenir les actes de malveillance sur le territoire de la commune. Après avoir entendu le 21 septembre dernier le référent sûreté du département, il est convenu que les dispositifs de vidéoprotection ne diminuent en aucun cas les agressions et ou infractions, mais provoquent uniquement un sentiment de sécurité. Ces dispositifs permettent également d'apporter au service de la gendarmerie une aide à la résolution d'enquête. Donc, ce que j'ai aimé appeler le DAR. La commune ayant adhéré au groupement de commandes de la métropole européenne de Lille, M. le maire rappelle qu'il n'est pas nécessaire de lancer une consultation et propose de rencontrer le prestataire afin de définir avec ce dernier les modalités et le coût prévisionnel d'installation du dispositif. Je rappelle également qu'il est possible d'obtenir des soutiens financiers de la part de l'État, le Fonds interministériel pour la protection de la délinquance, et puis de la métropole européenne de Lille. Voilà. Donc, nous avons ce matin été avec Vincent rencontrer le maire de Sailly-les-Lannoy qui a installé un dispositif sur sa commune. Sailly-les-Lannoy est une commune un peu plus grosse que la nôtre, mais c'est à peu
près dans le même strat, dans les mêmes strates. Donc, ça y est, la loi a installé 18 caméras. Le coût de cette installation, donc de ces 18 caméras, était de 190 000 €. À cela, il faut ajouter donc une prestation pour une assistance à maîtrise d'ouvrage, donc une AMO, dont le coût était de 6 000 €, ce qui fait donc un montant de 196 000 €. À cela, donc, on peut dire que parmi les subventions, ils ont de la part de l'État de mémoire 42 000 ou 43 000 €. 43 000 €. Ils espèrent avoir une subvention de la métropole européenne de 80 000 €. Ils n'ont pas encore eu. Et que dans leur budget de fonctionnement, puisqu'il faut bien prévoir un budget de maintenance de cette installation, donc ils ont prévu dans leur budget de fonctionnement un chapitre dont le montant s'élève à 15 000 € annuels en frais de fonctionnement. Voilà. Vous avez les cartes en main. Il vous reste à vous exprimer sur ce sujet en approuvant, en désapprouvant, en vous abstenant. Et si vous le souhaitez, nous pouvons mettre en place un vote à bulletin secret. Tout est prêt pour accorder le vote à bulletin secret. Alors, peut-être pour nourrir la réflexion, en ce qui concerne les subventions qui seraient possibles d'obtenir de la mer, lors du mandat précédent, les dispositifs qui avaient été créés dans le cadre de cette vidéoprotection ont été subventionnés dans une fourchette de 30 à 50%. Maintenant, ça, c'est ce qui s'est passé sous le mandat précédent. Est-ce qu'effectivement, cette fourchette sera pérennisée dans le temps? Je n'en sais strictement rien. Bon. Enfin, alors ça, c'est pour la création. Maintenant, pour, je dirais, l'entretien et pour, comment dire, parce que ce système arrive à obsolescence un jour ou l'autre, je ne sais pas si effectivement ces subventions peuvent être pérennisées pour la... On n'a jamais eu de subvention pour du fonctionnement, hein. Ça c'est sûr. Y a-t-il, Vincent, as-tu quelque chose à ajouter? L'exemple de Saïd est un exemple intéressant parce que l'exemple de Saïd est un exemple intéressant parce que effectivement c'est une commune de même taille approximativement que la nôtre et avec aussi 5 points d'entrée principaux, ce qui est aussi notre cas. Donc la manière dont l'organisation de la vidéosurveillance a été réalisée peut représenter pour nous un exemple tout à fait intéressant. Et le montant des travaux réalisés, la nécessité aussi d'avoir un local sécurisé pour accueillir le serveur central. Bon, c'est aussi un investissement qu'il faudra ajouter aux sommes que tu as évoquées tout à l'heure. Et puis, on a pu voir fonctionner le système, ses capacités, ses limites. On a vu par exemple que les voitures qui rentrent dans la commune en plein fer, même avec l'éclairage, ne permettent pas aux caméras, même les plus précises, de relever les numéros, hein, par exemple. Bon, ça c'est des limites particulières. Et puis on a appris de la bouche du maire que quelques semaines après l'installation des caméras, il y avait à nouveau des cambriolages qui avaient eu lieu sur la commune de Sailly. Et donc il confirmait qu'effectivement, il ne faut pas avoir en tête que cette installation de vidéosurveillance ou vidéoprotection conduirait à limiter, par le fait même de l'existence des caméras, le nombre de cambriolages envisagés. Voilà. Tout ce qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est que cet investissement-là, c'est un investissement qui conduira à une dépense
qui va perdurer dans le temps par son entretien, voire le remplacement des équipements quand ça sera nécessaire. Il n'y a pas... c'est-à-dire que là, si on s'engage dans cette voie, c'est une voie qui va durer bien au-delà de notre mandat et qui va engager nos successeurs. Voilà. Et autre point, selon les statistiques, le taux d'élucidation augmente effectivement, mais finalement très peu, parce qu'on s'aperçoit que le taux d'élucidation augmente environ de 10%. Donc là, juste pour bien comprendre, pour toi, si on est pour ou contre, ou on te donne une délibération pour que tu puisses, l'autorisation, que tu puisses consulter les... Non, moi, je crois qu'il faut... etc. Ou c'est dire oui, non, c'est-à-dire qu'on fait devis, plus signature, plus installation. Non, mais Une fois qu'on entame la démarche, moi je crois qu'on ne peut pas mener de la population sur peut-être bien oui, peut-être maintenant. Si on prend bien sûr l'engagement aujourd'hui de consulter, c'est pour mener, et si bien sûr évidemment le budget, on a le budget pour le faire, on va jusqu'au bout de la démarche. Ce serait malhonnête de dire à la population, bah, écoutez, on y va, on regarde ce que ça donne, et puis dans 6 mois, 1 an, dire, ben voilà, ça représente, mais voilà, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne le fera pas. Vu le coup, on ne le fera pas. On a un retour suffisamment, à mon avis, conséquent sur les communes similaires pour avoir une idée approximative du coût. On sait que c'est un investissement qui n'a pas de retour, il n'y a pas de retour sur investissement. On va vous présenter une délibération concernant la modernisation des éclairages publics. Là, il y a des économies, bien sûr, il y a l'investissement, mais il y a des économies immédiates, et puis il y a un confort de vie qui est aussi différent. Voilà. Donc, on ne pourra pas tout faire, de toute manière. Hein. Donc, et on ne peut pas tout faire. Alors, est-ce qu'on peut tout faire sur les 6 ans? Peut-être. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la vidéo surveillance ou la vidéoprotection ne permettra, si on investit dans ce dispositif-là, c'est pas pour avoir un retour sur investissement. Et on aura une part du budget de fonctionnement qui sera consacrée à l'entretien de cette installation. On ne peut pas investir et puis laisser l'installation se dégrader pour arriver à un moment donné ou à un autre où elle sera obsolète et puis où il faudra tout refaire. Voilà. Donc je crois que vis-à-vis de la population, on dit c'est oui ou c'est non, quitte à peut-être à y revenir sur 2 ans, dans 2 ans. Les choses évolueront peut-être, les dispositifs évolueront peut-être, mais on ne fait pas le débat, mais pour l'instant, on peut dire oui, on y va, non, on n'y va pas, ou alors on s'abstient de répondre immédiatement à ça. Là, moi, c'est ma vision des choses. On parle de quelques 6 mois, là. Mais l'opinion globale, on n'a pas la perception. Eric peut en parler à chaque fois qu'il y a une personne qui est cambriolée. La première remarque était, et doit toujours être, pourquoi on n'a pas la vidéoprotection après ça? Pourquoi il y a un éclairage public qui est éteint la nuit, alors que parfois les cambriolages se passent en plein jour? Et puis on s'aperçoit que dans d'autres communes qui ont la vidéoprotection, ça vous a cité l'exemple de Seille-et-Lannoy, il y a eu dernièrement des faits sur le lien, avec des dispositifs de vidéosurveillance extrêmement poussés sur le lien, et ça n'a pas empêché des actes de violence. Voilà. Donc, si on y va, si vous votez oui pour ce dispositif-là, il faudra bien expliquer aux Tessinois que ce dispositif-là n'est pas susceptible de diminuer le nombre de cambriolages. Oui, c'est une obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat. Voilà. Mais l'argumentation qui a été avancée par le gendarme qui a fait la présentation a été en particulier, c'est ce que j'ai retenu la principale, que là où on installait ces dispositifs, ils observaient, eux, gendarmes, que c'était dans les communes voisines que les cambrioleurs avaient tendance à se comporter, sachant qu'ils étaient moins visibles
là où il n'y a pas de vidéosurveillance. Donc c'est pas très social tout ça, c'est pas très... C'est un peu égoïste, disons, mais... Je sais pas, peut-être pas ça. En tout cas, c'est pas ce qu'ils ont constaté à Sailly, hein, parce que à Sailly, quelques semaines après, ils étaient confrontés à nouveau à des cambriolages. Ils ont peut-être 2 à la place de 3. Peut-être. C'est ça en fait, ça, personne ne sait le dire, et le gendarme a bien dit, peut-être que ça a évité, peut-être pas, enfin ils n'en savent rien. Là où ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il a quand même bien insisté, le gendarme, en disant il y a beaucoup de choses qui ont été élucidées, mais pas les cambriolages. Ils ont élucidé des actes de malveillance, des tags, des agressions plutôt physiques sur les trottoirs, etc. On est plutôt dans la petite délinquance, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais dans une délinquance qui n'est pas forcément celle des cambriolages. On va éviter d'autres choses. Voilà, du coup, Mais c'est des choses qu'on ne dit pas sur notre commune. Non, mais bien sûr, c'est une précision. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est de dire qu'on a un investissement minimum pour aussi aller chercher des investissements. On ne pourrait pas dire qu'on met juste 3 caméras HD nous-mêmes, on n'aurait aucune subvention. On pourrait dire, voilà, on fait juste une caméra, et pas besoin d'avoir une caméra lecteur de plaque et un truc haute définition. Et si on ne fait pas ça, on n'aura pas d'autorisation. C'est aussi important de dire qu'on est obligé d'avoir un super système pour être accompagné de la gendarmerie et des subventions. C'est-à-dire que là où il faut peut-être 3 caméras sur un poteau, il n'y a pas d'en mettre une et c'est assez. Non, si on fait ça, c'est le dossier pas valide. Je pense que c'est important aussi de le dire parce qu'on pourrait dire on pourrait mettre que 4 caméras à 100 € sur Amazon. Et à l'inverse, si on décide de ne rien faire, dès que le premier cambriolage va intervenir à la suite de notre décision, on voit tout de suite la réaction des gens. Non, évidemment, si on avait mis de la vidéosurveillance, peut-être qu'il aurait fallu C'est des choix qu'il faut assumer. Et après, si on consacre, moi je rappelle que de toute façon, si on a un budget de 200 000 € à consacrer à ça, c'est 200 000 € qu'il faut avancer dans la plainte d'avoir les subventions. Pendant ce temps-là, on ne fait rien d'autre. Et sans garantie d'avoir les subventions. Comment ? Et sans garantie d'avoir les subventions. Oui, mais dans les milliards. Et on ne peut pas dire qu'on va augmenter les impôts de cette valeur-là, c'est pas possible. Ah non, s'il te plaît. Alors après emprunter faire un semaine suivi de vidéosurveillance, désolé, moi ça me fait mal au ventre. Je trouve qu'il faut, même si les taux d'intérêt sont relativement bas en ce moment, il y a certainement d'autres choses à faire que de mettre cela, de faire d'emprunter pour mettre ça sur l'activité de plus. Ça, c'est mon propre avis. Surtout quand on aura pu payer. Mais il faudra financer. Il faudra financer pour installer une nouvelle caméra, c'est sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et sincèrement, je préfère qu'on aille très rapidement sur la modernisation de l'éclairage public plutôt que de partir sur les caméras directes. Ça, c'est mon avis personnel. Mais bon, je ne voudrais pas influencer votre vote, donc vous souhaitez un vote à bulletin secret ou bien vous considérez que le vote à bulletin levé suffit? Voilà. Non. Main levée? Donc, on va commencer par les abstentions. Il y a des personnes qui s'abstiennent sur ce projet. 2 abstentions. Donc, qui votent pour ce projet? Donc, on considère que les 13 autres élus sursoient pour l'instant à ce projet. On est bien d'accord? Oui. Je vous remercie. Vincent, tu pris la parole pour la dernière. Oui, je veux bien répondre. Vous l'avez pas appelé. Non, je peux faire ça, donc, monsieur le maire, rappel au conseil municipal les délibérations 34 du 24 octobre 2012 et 41 du 4 décembre 2012.
On était très peu à y assister. Concluant un partenariat avec l'ADEME pour moderniser l'éclairage public dans l'objectif de réduire la consommation électrique et les émissions de CO2. La contrainte imposée par l'ADEME est l'extinction de l'éclairage public pendant 5h30 toutes les nuits. Ce qui a été fait, donc, pendant, c'était en 2012, le temps que ça se fasse, 2013, 7 ans. Hein, voilà. Suite à une série d'infractions sur la commune, des Tressillois ont émis l'hypothèse que le manque d'éclairage faciliterait des actes malveillants, ce qui n'est à ce jour pas avéré, ni par les statistiques, ni par la gendarmerie. La commission cadre de vie a réfléchi à une solution de modernisation de l'éclairage public qui permettrait d'allier démarche écologique et démarche sécuritaire. Elle a bien travaillé. Moi, je pense qu'on peut la féliciter. Et en fait, il est évident que les nouvelles technologies d'éclairage existantes et de commande d'éclairage existantes nous permettent d'envisager la modernisation de l'éclairage en remplaçant les lampes existantes par des LED, par exemple, en allant vers une perspective de maintien de l'éclairage la nuit sur l'axe principal du village, mais un éclairage réduit à l'ordre de 30% au lieu des 100%, et d'avoir dans le quartier une extinction de nuit compensée par des radars, détecteurs de présence qui rallumeraient les éclairages au passage des piétons, ce qui aurait l'avantage de renforcer quand même la sécurité de déplacement dans le village et aussi d'alimenter le sentiment d'une meilleure sécurité globale pour les habitants. Comme le disait tout à l'heure Jean-Luc, l'intérêt de cette démarche, c'est les économies immédiates qui pourront être réalisées et qui permettraient de récupérer l'investissement réalisé dans les 7 à 8 ans qui viennent. Donc, on est là dans une démarche d'enrichissement du patrimoine de la commune, compensée par des réductions de dépenses. Et une fois les 7 à 8 ans passés, c'est une réduction de dépenses effectives qui pourra être constatée, puisque le financement de l'opération aura été soldé. Voilà, donc, après avoir ouï l'exposé du maire, il est proposé au conseil municipal d'approuver le principe de modernisation de l'éclairage public dans un sens écologique et sécuritaire. Donc, je l'ai très rapidement évoqué. On est en mesure de vous transmettre assez rapidement un projet de cahier des charges qui est établi, en fait, qu'on pourra vous proposer. D'autoriser Monsieur le maire à solliciter des subventions pour financer ce projet, des subventions qui pour l'essentiel, seraient constituées par les chèques ou les certificats d'économie d'énergie, et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce afférente au dossier, c'est mieux si on veut dire, et d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes dans la limite des crédits votés au budget. Donc on est dans une perspective, après une première estimation demandée à des professionnels, de 80 000 € hors taxe, avec peut-être un peu d'ajout en plus sur les dispositifs de déclenchement automatique, etc. Allez, on se dit qu'on va vers un budget de 100 000 € hors taxe, récupérable dans les 7 à 8 ans qui viennent par les économies générées par le dispositif. C'est-à-dire qu'à la fois, plutôt que de supprimer l'éclairage la nuit comme c'était fait jusqu'à présent, qui était la seule solution réaliste trouvée à l'époque, là on irait vers un éclairage retravaillé, réduit ou supprimé, mais redéclenché automatiquement,
avec des lampes qui nous permettraient de réduire notre puissance consommée. Voilà. Que des avantages. La station de Vincent, il faut ajouter que non seulement on fait des économies sur notre poste budgétaire d'électricité, donc des cartes publiques, mais nous ferions également des économies sur le poste de la maintenance des installations. Puisque actuellement, ce dispositif que nous avons demande les interventions régulières de notre prestataire pour remplacer soit des lampes défectueuses, soit des ballasts qui sont défectueux. Nos collègues d'Anstin, dans le rappel d'offres, avaient inclus 3 ans de maintenance aussi dans le marché. Donc 3 ans de maintenance gratuite. Donc c'est une prestation qui peut être sollicitée. On a également le souhait d'intégrer dans cette consultation le rétrofit d'une certaine partie de luminaires. On a des nouveaux quartiers, on a des quartiers qui commencent à dater, mais qui ont... non, parce que la Boisseday, on a remplacé l'ensemble des luminaires de la Boisseday en 2012-2013. Donc il y a la culture de la Boisseday qui sont des luminaires qui ont été remplacés, qui n'ont pas 20 ans, hein, qui n'ont même pas 15 ans, et donc ces luminaires sont parfaitement adaptés à un rétrofit. Et le rétrofit, en termes de lumière, c'est quand même beaucoup moins cher. De mémoire, quand on avait adopté le dispositif de l'ADEME, quand on avait adhéré à ce dispositif-là, on avait remplacé 70 luminaires. Donc c'était quand même pas négligeable. 70 luminaires sur un parc de 170 luminaires. Donc c'était plus du tiers des luminaires qu'on remplace. Voilà. Donc sur ce sujet, pourquoi on ne mentionne pas que c'est générateur d'économie dans la rédaction de on parle dans modernisation dans un sens écologique. C'est écologique certes, mais c'est aussi... démarche sécuritaire et économie. On le rajoute. Alors peut-être, donc si je comprends bien, le projet c'est environ 100 000 euros. Et les économies projetées seraient d'environ 12 500 euros par an d'économies sur l'électricité et la maintenance, parce que si on parle d'économies, que les 100 000 euros seraient, l'investissement serait récupéré, les économies récupérées d'investissement au bout de 8 ans, ça fait à peu près 13 000 euros par an, en arrondissant. On est sur ce chiffre-là, plus ou moins. En fait, la durée d'amortissement. oui, mais on a aussi intégré dans cette réflexion la possibilité d'avoir des subventions sous forme des certificats d'économie d'énergie. Donc l'investissement maximal pourrait être 200 000 euros, moins les certificats d'économie d'énergie qui pourraient apporter les 40% de la dépense, quoi. Et qui sont quasiment attribués automatiquement à partir du moment où le projet correspond aux éléments que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc on serait plutôt sur une économie de l'ordre de 6 000 euros par an, puisque la commune investirait effectivement 60 000 euros et pas 100 000. Et ça, on est sûr d'avoir ces certificats d'économie d'énergie. Oui, puisque ça, c'est le droit à polluer. Heureusement. Oui, c'est une compensation. Vous connaissez tous le principe du certificat d'économie d'énergie? On a adhéré. Oui, non, mais on a adhéré au dispositif, mais le dispositif, donc en fait, on vend des économies d'énergie par exemple, à des fournisseurs tels que Total ou autres, qui eux peuvent se permettre, donc, ça leur permet de devenir vertueux. Sachez parce qu'il n'est pas forcément le cas. Parce qu'ils ont des certificats d'économie d'énergie. Donc 60 000 euros d'investissement et après des économies d'énergie. Parce qu'on va utiliser, parce que l'éclairage public sera, c'est ça. Et ça, en fait, la durée de vie de cet investissement, c'est combien de temps? À peu près. 20 ans.
la durée de vie maintenant des LED est beaucoup, des luminaires à LED est beaucoup plus longue que ce n'était au départ. Hein. C'est comme les panneaux solaires, hein, ce genre de choses. Ils avaient une durée de vie d'une vingtaine d'années. Maintenant, sur les panneaux solaires, on arrive à plus de 30 ans. Hein, avec alors, on a peut-être une perte d'efficacité dans le temps. Hein. Si on parle de 100%, on descend peut-être à 80% au bout de plusieurs années, mais c'est pas ce qui nécessite effectivement le remplacement du luminaire. Hein. Donc, et puis après, de toute façon, on ne va pas s'orienter vers le remplacement total de l'installation. Ça peut se faire sur plusieurs années si on constate effectivement, si vous constatez que y a une baisse de la qualité de lumière, ben, on peut dire qu'on fait comme on devrait faire sur l'installation existante, c'est-à-dire un rétrofit tous les 3 ans. Normalement, c'est ce qu'on fait. Tous les 3 ans, on renouvelle le parc de lampes de notre chantier. C'est ce qu'on devrait faire, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on travaille uniquement en curatif, c'est-à-dire qu'on ne fait que remplacer les lampes qui se sont éteintes. Voilà. C'est un choix, c'est un choix de la commune que nous avons fait, plutôt que de dire, eh ben, on fait un rétrofit d'un tiers de notre installation tous les ans. On vote. Qui s'abstient sur ce projet? Ils votent contre ce projet. Donc on considère que c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Il reste 2 points trois points de détail. Les ateliers philo, tu as touché de mots, Françoise, ou pas? Si tu veux, j'ai eu Marie de Vienne en ligne pour... oh, ça devrait aller. Pour convenir d'une date. Bon, elle, a priori, elle est disponible assez souvent. Donc, je ne sais pas si on programme une réunion étant donné les conditions sanitaires ou si... Normalement, elle doit pouvoir se déplacer. Elle doit pouvoir se déplacer? Avec, oui, puisqu'elle est invitée à rencontrer des élus, donc je crois que l'attestation doit le permettre, effectivement. Bon, donc je vais lui proposer 2-3 dates et puis je vous les soumettrai d'ici éventuellement une dizaine de jours, maxi. Donc les ateliers philo, on a convenu lors de la réunion précédente que si ça se met en place, si on met en place les ateliers philo, ça concernerait exclusivement les enfants de l'élémentaire. Hein. On est d'accord? Ben, pas les enfants de maternelle. Ben, on a estimé que les enfants de maternelle, c'était un peu compliqué de leur proposer des ateliers philo. Et de toute façon, ça peut faire l'objet d'un débat avec Marie de Vienne au sein de la commission, mais on peut revenir sur cette position-là. Je pense que quand on a eu la réunion de préparation, on n'avait pas une très bonne connexion, Séverine et moi, donc on n'a peut-être pas tout entendu, tout ah oui, oui. Donc effectivement, on pourra peut-être en redébattre avec elle, parce que... Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Parfait. Il n'y a pas de problème, c'est bien pour ça qu'on n'a pas pris de décision le jour de la réunion privée et qu'on a demandé à Françoise, dans le cadre de sa commission, d'organiser une rencontre avec Mme de Vienne. Hein. Donc essayez de prévoir vos questions. Ouais. Du coup, on l'attend pas bien dans quel cas? C'est à définir. D'accord, non, mais... Définir, est-ce que c'est pris en charge par la commune, est-ce que ça ne l'est pas, de quelle manière elle intervient, est-ce que c'est une prestation qui comprend une dizaine de séances à chaque fois. Donc, mais est-ce qu'elle en fait toute l'année? Est-ce que c'est les parents qui paient la prestation? Est-ce que c'est la commune qui la prend en charge? C'est à vous de définir tout ça. Le lieu où ça se fait, et si on le fait ou pas. Si on trouve ça intéressant pour les enfants. Il y a eu des débats là-dessus, au sein du conseil privé, et puis il y avait du pour, il y avait du contre. Chacun donnera son avis sur ce sujet, et puis après, si ça peut se mettre en place, ça se mettra en place. Deux derniers points, la concertation de l'aérodrome de l'Équin, c'était Vincent qui devait, mais je ne sais pas si tu as eu le temps de travailler là-dessus, non? Oui, bien sûr. Tu as eu le temps? Oh oui. Alors, vas-y, explique-toi. Il y avait un article dans le Rue du Nord, Oui, il y a 2-3 jours, oui. justement sur ce sujet. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non, j'ai pas vu. Non, si, donc c'est bien ce qu'on avait dit. C'est une extension du bâtiment, mais aussi pour accueillir des nouveaux prestataires. Et puis donc pour augmenter le nombre de décollages et d'atterrissages. Ouais. Donc c'était bien ce qu'on avait dit. Alors, c'est une consultation, hein, donc c'est une réunion c'est une consultation de concertation. Il y aura une enquête publique à la suite. Donc, soit que Vincent, avec sa commission, propose à ce moment-là un texte que l'on va soumettre au prochain conseil, si on est toujours dans la période de concertation. Et si on n'est plus dans la période de concertation, on le soumettra donc lors de l'enquête publique. Hein? D'accord? Parce que la concertation, elle est ouverte. C'est une concertation préalable au dépôt du permis de construire. Donc elle est ouverte jusqu'au 4 décembre. Il y a plusieurs rendez-vous jusqu'au 4 décembre. Il y en a un ce soir, d'ailleurs, qui est en cours par visioconférence sur les impacts liés au projet de modernisation de l'aéroport de l'Équin. Et puis il y en a d'autres au fil du temps sur d'autres sujets, par exemple l'évolution des dessertes vers l'aéroport, etc. Et ce que moi je pense utile, c'est que la commune elle puisse exprimer un point de vue qui serait plutôt favorable à la modernisation de l'aéroport de l'Équin au sens de l'amélioration de l'accueil et de la sécurité des passagers, aussi au sens de l'amélioration de la desserte vers l'aéroport, notamment en articulation avec les transports en commun, mais que la commune attire l'attention ou fasse entendre son point de vue sur le risque lié au doublement des passagers accueillis du fait des impacts néfastes du trafic aérien sur l'environnement. Et du fait également qu'il est patent que, alors que des solutions sont déjà connues sur la réduction des impacts de ce trafic, avec l'évolution des technologies, avec la gestion et l'organisation des déplacements en avion, avec un travail aussi sur le carburant, etc. Il y a tout un tas de solutions qui sont connues, mais qui, jusqu'à présent, n'ont pas été mises en œuvre. Et donc, tant que ces solutions existantes, voire de nouvelles, encore plus novatrices, voient le jour, en tout cas, moi, je suis réticent à ce qu'on regarde passer la multiplication des vols aériens parce que c'est bien de permettre aux gens de pouvoir composter leurs déchets, mais c'est bien aussi de résister à un développement d'activités qui sont néfastes pour notre environnement. Voilà. Donc, ce que je peux faire, moi, c'est de vous proposer un bout de texte, et puis on le fait par messagerie, on réagit, et puis, si nécessaire, on organise un débat pour finaliser le texte, mais qu'on s'exprime pendant cette concertation. Après cette concertation, il y aura un rapport qui sera fait. On pourra vérifier dans le rapport s'il y a eu prise en compte de ces préoccupations qui, sans doute, je l'espère, pourront être émises par d'autres acteurs, que ce soit des communes ou des individus. Les individus aussi peuvent réagir. Hein. On peut envoyer cette réaction ou cette expression et la mettre sur le site, tout bêtement, qui est dédié à cette concertation. Donc il y a un rapport qui sera rendu, et après, comme le disait Jean-Luc, il y a une enquête publique qui va avoir lieu, mais l'année prochaine, en septembre-octobre 2021. Voilà. Et nous, on pourra, à cette occasion, si il n'y a pas d'évolution dans le projet qui prend en compte nos préoccupations, réintervenir
dans le cadre de l'enquête publique. Voilà. Et s'il y a des évolutions, on pourra aussi intervenir pour se féliciter des évolutions que le projet a pu intégrer. Dernier point, puis après je libère. Donc j'ai déjà proposé que on garde en mémoire ce qui s'est passé envers Samuel Paty. C'était, quand j'ai proposé, c'était avant les attentats de Nice, donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas. On a le droit de se poser la question. L'idée, c'était de dire au départ, on renommerait bien, on renommerait bien l'école en Matisse. Après, on a trouvé d'autres terrains, d'autres solutions. L'idée finale, c'était de dire, plutôt que de revoir l'intitulé de l'école de Tressin et de garder, donc on garde la Matisse, mais on dédirait la voie d'accès donc de l'école Matisse, qui s'appelle actuellement Richard, on la dédierait à Samuel Paty, et on en ferait l'allée Samuel Paty. Est-ce que c'est encore d'actualité parce qu'il y a eu 3 personnes qui ont été égorgées de manière, on va dire, similaire? Je ne sais pas. Votre avis là-dessus? Et le mien. On peut peut-être trouver une formule globale pour tous les assassinats, que ce soit Samuel Paty ou les 3 victimes à la basilique de Nice. Ça peut être aller des héros, aller des victimes, enfin je ne sais pas, il faut réfléchir pour que ça soit un terme plus global et non personnalisé à Samuel Paty. Donc que ce soit plus générique. Ouais. Que ça soit plus générique. Et il y en aura d'autres. On peut donner un nom qui a. L'objet d'attribuer une rue un nom, on peut attribuer la chaise, on ne sait rien, mais est-ce qu'on peut mettre un nom commun à une rue lunaire? Oui, bien sûr. Ouais, on l'appelle comment? La rue de l'église, c'est un nom commun. Oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, mais pas La rue c'est vrai. La rue du Gresseur, Ouais, c'est pas rien de dire. Non, mais on met un G majuscule, mais. Non, mais il est plus facile de trouver. On est tous d'accord pour réfléchir à appeler cette allée d'une autre manière que l'année du stade et puis trouver le terme qui va bien. Je n'ai pas suivi tous les épisodes, parce que j'étais absent un peu. Mais j'ai cru comprendre, vous m'avez parlé de nommer l'allée qui conduit à l'école Samuel Paty, non pas l'école. Oui, on est d'accord, c'est ce qu'on a dit. Alors la question maintenant, parce que moi, je ne veux pas hiérarchiser les victimes, mais le fait que ce soit un enseignant qui ait été visé, c'est énorme. Oui. Donc, c'est pas parce que les autres sont pas des enseignants que c'est pas des victimes aussi. Et je pense que le nom de Samuel Paty mérite quand même d'être mentionné, quoi. Hugo proposait, on en a discuté là-dessus. De planter un arbre plutôt aux alentours de l'école. Mais comment? Planter un arbre pour Samuel, en hommage à Samuel Paty autour de l'école. Avec une tour. Et le fait de planter un arbre, c'est hyper symbolique, et c'est vrai que, comme dit Jean-Claude, sans hiérarchiser, l'assassinat d'un enseignant, d'un instituteur, c'est quelque chose qui nous touche tous très très profondément, quoi. Donc, il ne faudrait pas que ça parte dans l'anonymat non plus. Oui, bien sûr, c'était l'idée. C'est déjà parti comme ça avec le gouvernement, puisqu'on devait faire des choses dans l'enseignement, et on nous a empêché de le faire. Puisque du jour au lendemain, ça a été supprimé et on nous a remis les élèves à 8h du matin. Moi, je pensais l'allée de la laïcité, qui tout à sa poche justement aussi avec ce qui s'est passé. Et on touche à la laïcité dans tout ce qui est fait. Une idée. L'allée de la laïcité, puis on peut planter un arbre. En mémoire avec une plaque. On a vu les arbres de la liberté à l'époque.
On peut y réfléchir. On se donne le temps de la... Vous faites part de votre réflexion, voilà. Et puis on tranche à un moment, bon, il n'y a pas d'urgence de toute manière, hein. Donc l'idée c'est de garder l'entrée à un arbre, qui serait personnellement dédié à Samuel Paty, et puis l'allée qui mène à l'école, on la dédierait plus, de façon plus générale aux victimes des attentats du mois de novembre, on va dire, du mois d'octobre. Funeste. Hein, on regarde l'idée. Un peu funeste, je préfère un truc sur la laïcité. Ah, allez-y, prenez votre plume et puis exprimez-vous. On est d'accord? Ce qui est important, en fait, c'est oui, il y a eu meurtre, mais il y a eu meurtre parce qu'en fait, on vise pas une religion, on visait la liberté d'expression, on visait l'enseignement, en fait, et puis les réseaux sociaux qui est autour, là, c'est tout ce qui est autour, en fait. Oui, il y a eu un meurtre, et ça, il y en aura toujours, mais là, il y a eu ce phénomène des réseaux sociaux, et puis parce qu'à un moment, on a interprété encore et toujours la parole d'un enseignant. Et je pense que c'est ça qui est fort, qui doit être marqué, voilà, c'est la remise en cause, de ce que l'enseignant dit par les parents, c'est un principe. Deux, on parle aussi de religion, c'est même pas ça, c'est un enseignement, et puis toute la montée en cascade des réseaux sociaux. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais eu cet attentat. Enfin, c'est assez boudin. Bon, on se donne le temps. L'arbre, ça ne nous empêche pas de le planter. De toute manière, si on fait planter pour l'arbre de naissance, on pourra le planter. Il faut regarder son endroit. Mais voilà, ça c'est de l'ordre. Il y a tout un espace de vide. Si on peut le planter, voilà, on en plante. Oui, on en plante 4. On en plante 4. Oui, mais c'est vrai que Samuel Paty devant l'école, c'est juste. Ou alors, il y a dans le triangle où il y a les barrières. Là, il serait bien, là. Ouais, il serait bien. Il y a les Là, il y a à l'intérieur des barrières devant. Quel essence? Quel arbre? Quel type d'arbre? Mais non, t'as pas été tombé là. Il est sur les permis, donc on peut imaginer un arbre qui appelle à la sérénité. On ne va pas y mettre un olivier parce que l'olivier, c'est pas un arbre emblématique de la région. C'est pas de la paix, mais un arbre qui garde ses feuilles. un arbre qui fait du pas. Des arbres qui appellent le calme, un apaisement, un tilleul. Un tilleul, c'est bien. Après, il faut voir la place, non? un arbre à la racine profonde. Il y a de la place pour On se donne un délai, Jean-Luc. Oui. Mais bon, exprimez-vous sur ce sujet. Faites part de votre réflexion. Bon, voilà. Nous avons exposé l'ordre du jour. Je vous remercie de votre